nous sommes dans un système démocratique, les partis politiques animent la vie politique et exercent le pouvoir aussi bien parlementaire qu'exécutif, en principe. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un système présidentiel. Et le pouvoir essentiel est celui-là, le pouvoir présidentiel, l'exécutif. Donc théoriquement, ceux qui ont en charge d'exercer le pouvoir dans la vie politique devraient pouvoir exercer ce pouvoir-là, celui-là. Mais depuis 1990, on peut observer qu'aucun parti politique n'a été en mesure de conquérir le pouvoir présidentiel, exécutif. La preuve, vous qui êtes là, au pouvoir. Que ce soit le président Soglo, qui a été Premier ministre à l'issue de la conférence nationale, qui est devenu président de la République, le président Kérékou II, président Eboni, puis moi-même, aucun n'a été porté par un parti politique. Et qu'est-ce qui se passe quand les présidents sont en fonction? Autour d'eux s'agglutinent des partis politiques, des leaders politiques, des mouvements politiques, pour l'accompagner dans l'exercice du pouvoir. Et à son départ, tout s'effondre. Or, ce n'est pas ce modèle qui est celui que nous avons choisi. De sorte qu'il n'y a pas de parti politique suffisamment fort, suffisamment influent, qui ait l'envergure nationale qu'il faut pour conquérir et exercer le pouvoir politique de manière homogène. Je le constate bien aussi dans ma fonction actuelle. Je vois combien il est difficile de former un gouvernement avec des groupes politiques homogènes. Et il y a quelque chose que peut-être le peuple ne sait pas, mais qui désormais caractérise notre système partisan, c'est que la classe politique, les forces politiques présentes au Parlement sont permanemment dans une relation incestueuse, perverse avec l'exécutif. Ce sont des négociations de couloir, c'est du marchandage, et chacun négocie son soutien au président de la République en échange de quelque chose. Donc vous voulez parler et non en échange d'un idéal. De la difficulté à composer, à former un gouvernement avec des groupes politiques hétérogènes qui s'agglutinent, pas homogènes, mais hétérogènes. La difficulté, ce n'est pas véritablement dans le choix des hommes qu'il faut, mais c'est dans la possibilité d'avoir une équipe homogène. Cela est impossible. Et même dans le cabinet ministériel, vous donnez un portefeuille ministériel ou deux portefeuilles ministériels à un groupe politique, qui va être le ministre? C'est un problème. Même s'ils parviennent à trouver celui qui va être ministre, le groupe politique hétéroclite va lui imposer un directeur de cabinet d'un tel bord, un directeur adjoint de cabinet d'un autre bord, un secrétaire général d'un autre bord, de sorte que ni le gouvernement, ni les équipes ministérielles ne sont homogènes et sont capables de travailler en synergie. Le peuple ne mesure pas ce que c'est comme perversion et combien cela handicape la bonne gouvernance et la gestion convenable du pays. Je ne peux pas aller plus loin parce que mon rôle, ce n'est pas de tirer sur la classe politique, mais c'est de contribuer à l'amélioration des choses. Et je veux dire que ce choix qu'a fait la classe politique, tout tendance confondue, pour réformer le système partisan, est à saluer. Je l'ai salué, je l'ai appuyé, bien qu'il n'ait pas été à l'origine. Quand bien même le candidat, Patrice Talon, a quand même porté des propositions de réforme institutionnelle et politique. Je l'ai signalé pendant que j'étais candidat. À mon avènement dans la fonction, je l'ai signalé également. Mais ce genre de réforme relève davantage de la volonté politique et de l'action politique que de l'action de gouvernance de l'exécutif. Et c'est pour ça que l'aide des réformes ayant permis la chose, les députés ont été dans cette dynamique et ont mis en place cette réforme en votant deux lois, l'une relative à la charte des partis et l'autre relative au code électoral. Ces deux lois ont consacré une réforme osée, courageuse, mais nécessaire. Mais nous y voilà, des réformes qui ont conduit à une impasse, vous l'avez dit vous-même, parce que ça conduit à la validation des deux listes qui vous adoubent, deux listes de partis qui vous adoubent, et puis à l'exclusion des partis d'opposition. Là, il y a une mal-donne.
En fait, la question, c'est de savoir si ce n'était pas suspect, au fond, cette réforme que vous avez portée, parce que je présume que vous y avez adhéré. Où est-ce qu'il y avait le mal? C'est quoi l'intention? Vous aviez envie de vous débarrasser en fait, de la vieille classe politique, comme on vous soupçonne de le faire? Moi, je n'ai jamais dit, M. Sounouvou, que l'issue de ce processus nous a conduits dans l'impasse. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais utilisé ce mot. C'est vrai que ce qui se dessine n'honore pas l'image de la démocratie béninoise. Je l'ai dit, je l'ai constaté, et j'en ai été bien désolé. Mais nous ne sommes pas dans l'impasse. Et il faut le rétablir, c'est par abus que nous le disons. Ce n'est pas parce que ce qui se passe n'honore pas l'image démocratique du Bénin que cela constitue un blocage du fonctionnement démocratique du pays. Pas du tout. Fonctionnement démocratique, vous avez dit, Monsieur le Président. Tout à fait. Parce que le fonctionnement démocratique, c'est bien ce qui permet à chacun d'apprécier l'image, le fonctionnement démocratique du pays. Est-ce que chacun apprécie convenablement le processus politique démocratique du pays? Malheureusement, non. Là, justement, il y a mal donne, il y a une partie, justement, des aspirations du peuple qui se trouve être sevrée de la participation démocratique. La compétition politique est par définition sélective. Oui. Ce n'est pas parce que tout le monde participe au débat politique et concourt au choix des dirigeants que tout le monde dirige à la fois, que tout le monde exerce à la fois les fonctions politiques. Le processus de sélection des acteurs politiques, des dirigeants politiques, est par définition sélectif. Oui, forcément. Donc forcément, discriminatoire. Alors, le problème auquel nous sommes confrontés est celui-ci. Nous avons jugé nécessaire, nous tous, de réformer le système partisan de sorte que les partis politiques soient plus forts, plus représentatifs, avec une envergure nationale avérée, et qu'ils puissent fonctionner de manière démocratique afin que les valeurs émergent, plutôt que ce soit les présidents ou les mécènes qui décident au niveau des partis. Donc, la réforme a été conçue pour être contraignante. La réforme, elle a pour vocation de forcer la main aux acteurs politiques ensemble. Tout à fait, à la fusion, à la constitution de grands partis politiques afin qu'ils soient capables de conquérir le pouvoir exécutif, de l'exécuter de manière homogène et de ne plus introduire dans ce système qu'on peut constater aujourd'hui qu'au Parlement, il y a des individualités qui exigent des comptes partis pour leur soutien au pouvoir avec des exigences donc individuelles, des comptes partis individuels qui en définitive pervertissent le système. Ouais. Donc cette réforme avait donc vocation de forcer la main aux uns aux autres, aux acteurs politiques, aux partis politiques, pour aller à la fusion, à l'union et à la création de quelques 3-4 grands partis politiques dans le pays. Et cette contrainte-là, effectivement, est de nature à gêner et à rendre la compétition plus difficile. Gêner, mais ça ne devrait pas empêcher. Monsieur le Président de la République, que ce soit uniquement vos partisans qui aient réussi à faire face, à relever le défi du rigorisme qu'on observe dans l'applicabilité de ces lois-là, Monsieur le Président. N'est-ce pas ce qui paraît suspect aux yeux de l'opinion? Vous avez raison. Le casting auquel nous avons assisté et qui a abouti à cette compétition qui va s'ouvrir avec 2 formations politiques est de nature à discréditer notre bonne foi collective, à discréditer notre modèle démocratique, mais il faut discerner. Est-ce que les 2 structures qui ont été en charge de qualifier les candidats, de qualifier les partis politiques, je veux parler du ministère de l'Intérieur, qui avait pour rôle de donner aux partis politiques, formations politiques, l'accréditation nécessaire de partis politiques, puis la Sénat, qui a pour rôle de qualifier les partis politiques quant à leur capacité à compétir par rapport au code électoral. Le respect des dispositions de la charte des partis a été de la compétence du ministère de l'Intérieur et celui du code électoral, de la compétence de la Sénat. Je concède que ceux qui n'ont pas pu franchir l'étape du ministère de l'Intérieur suspectent celui-ci de n'avoir pas agi de manière équitable. C'est légitime, c'est humain.
Quoique je peux vous affirmer que nous avons veillé, le gouvernement a veillé, moi-même personnellement, à ce que la sélection soit certes rigoureuse, mais juste et équitable. Mais au niveau de la Sénat, est-ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon, au gouvernement en place ou au ministre de l'Intérieur, d'avoir influencé la Sénat pour agir de manière partisane et écarter des partis politiques qui sont arrivés à l'étape de la sélection par rapport au code électoral? Tout le monde, il faut être sincère, il faut être honnête sur la question. Personne ne peut me soupçonner d'avoir une relation du genre avec la Sénat qui a donné les preuves de son honorabilité depuis des lustres et qui constitue depuis des temps notre fierté. Et les membres de la Sénat n'ont pas changé. Ceux qui sont là, si vous les trouvez en place, et je peux vous dire combien ils sont reconnus pour leur indépendance et leur impartialité. Alors, 5 partis politiques ont pu réunir les conditions nécessaires, exigées pour participer à la phase Sénat. 3 ont été éliminés. Et parmi les partis qui ont été éliminés, il y a bien des partisans qui n'ont pas également franchi cette étape-là. Donc, ce qu'il faut constater, tout simplement, est que la sélection, elle est rude, difficile et peut-être un peu au-dessus de nos compétences. Peut-être. Mais dire que ce n'est pas des manœuvres, que 2 groupes politiques sont sortis du lot, ce n'est pas honnête. Monsieur le Président, oui. On vous a compris, Monsieur le Président, mais pour remédier justement à cette situation qui, en un point de vue aujourd'hui, constitue un souci, un gros souci pour l'expérience démocratique en cours dans notre pays depuis 30 ans, vous avez invité le Parlement à s'investir dans la recherche d'une solution politique. Étiez-vous sincère, Monsieur le Président? Sinon, comment comprendre l'échec de cette initiative-là au Parlement? Pourquoi, Monsieur le Président, n'avez-vous pas pu contraindre, forcer la main à vos partisans? Qui n'a pas envie de plaire à l'opinion publique? Qui n'a pas envie de séduire ses concitoyens? Qui n'a pas envie d'avoir une bonne image? Je l'ai dit et je veux bien le répéter, l'issue de ces 2 phases de qualification n'est pas quelque chose qui me donne à être fier ou satisfait parce que je sais bien combien cela est suspectable. Combien cela entache mon image personnelle et l'image du pays tout entier. Mais je n'ai pas, à mon niveau, comme un souverain absolu, à remettre en cause ce qui est réglementé, structuré par la Constitution et les lois. C'est pour cela que j'ai invité les partis politiques présents au Parlement, le bureau de l'Assemblée nationale, le président de notre Assemblée nationale. Je les ai invités à trouver les solutions, les voies consensuelles permettant de corriger cette mauvaise image. Une chose de réussir une réforme, une autre également de pouvoir maintenir la bonne image démocratique du Bénin. Donc je suis soucieux de cela. Donc, mais vous savez très bien qu'à cette étape-là, dans un processus électoral qui est à quelques jours de son épilogue, il n'est pas possible que des modifications soient apportées au dispositif sans un certain consensus. Et c'est à cela que j'ai appelé les uns et les autres, sous la direction du président de l'Assemblée, afin que la solution qui serait trouvée soit une solution consensuelle et qui, même si cela devrait écorcher un peu la dynamique de la réforme, elle puisse, sans remettre en cause le principe global de la réforme, en même temps gommer cette impression d'une démocratie qui s'essouffle. Et c'est pour cela que j'ai prié le président de l'Assemblée, les uns et les autres, d'aller à cette négociation et de proposer une solution à laquelle j'étais d'ores et déjà acquis, quel que soit ce que ça serait, pourvu qu'il y ait un consensus. Et j'ai utilisé toute ma force de persuasion pour convaincre ceux qui se réclament être mes partisans, pour les convaincre à cela. Et je peux noter, j'ai noté avec satisfaction, et vous l'avez peut-être sur vous-même,
que les premiers jours ont pu consacrer un certain consensus. Un comité a été mis en place par la majorité parlementaire et la minorité parlementaire, ce qu'on appelle l'opposition, et ils ont abouti à quelque chose de consensuel qui, sans remettre en cause le principe même de la réforme, devait permettre à ceux qui ont été recalés d'être rachetés, qu'ils puissent se mettre à jour et rentrer dans la compétition aux conditions fixées, du moins les conditions les plus essentielles qui ont été fixées et qui consacrent la réforme. Nous étions prêts à applaudir et à rentrer dans cet état de satisfaction quand la minorité parlementaire, qu'on appelle opposition, a remis en cause ce consensus et a exigé que la nouvelle loi portant code électoral et celle portant charte des partis soit purement et simplement mis de côté et que la réforme en cours soit différée. Et je pense que ça a été une erreur fondamentale et la situation actuelle dans laquelle nous sommes, ils en sont quelque peu responsables. À un moment, vous vous êtes dit, advienne que pourra. On ne peut pas vous soupçonner, vous, Monsieur le Président de la République, de n'avoir pas donné assez de gages de volontarisme, de voir évoluer la situation vers une solution consensuelle. Mais quand vous l'avez exprimé et que face à ce blocage, ces atermoiements de la classe politique, y compris les vôtres au Parlement, on avait tellement espéré vous voir à nouveau vous hisser dans ce rôle de chef de l'État, père de la nation, pour les rassembler et ensemble trouver des solutions pratiques. Vous avez dû constater depuis que le défaut de consensus n'est pas lié aux détails des documents de pièces à fournir. Non. Les choses ont beaucoup évolué. Ils ont monté les enchères. Les choses ont beaucoup évolué, voilà. Et les partis de la minorité parlementaire, notamment ceux qui se réclament de l'opposition, ont trouvé l'occasion de remettre complètement en cause ce qui était un acquis pour tout le monde, le besoin de réformer le système partisan. Mais je les comprends. Et c'est en cela qu'il faut il faut savoir discerner. Je les comprends. Vous avez entendu sûrement parler de l'article 242, je crois, du Code électoral. Oui. On ne l'a pas dit souvent et l'opinion ne sait peut-être pas. Une chose est qu'on trouve les moyens aux uns aux autres de participer à la compétition, ce sur quoi tout le monde était ouvert, trouver les voies et moyens pour que, même si les conditions de sélection sont assouplies, que les gens puissent donc participer à la compétition politique. Il faut bien faire attention à ce que je veux dire, hein, parce qu'il y a deux étapes. Il y a les conditions de qualification pour participer à la compétition politique et il y a les conditions de participation à la compétition politique pour enlever des sièges, pour aller au Parlement. Donc, il faut d'abord qualifier, aller à la compétition, et durant la compétition, il faut être capable d'enlever des sièges. Voilà. Participer à la Donc, distribution des sièges. nous étions, tout le monde était d'accord, favorable à ce qu'on assouplisse, on ferme les yeux à la limite sur certaines dispositions pour permettre au plus grand nombre de participer à la compétition électorale. Mais ceux qui ne veulent pas que la réforme tienne, qui veulent remettre en cause la réforme, ce n'est pas qu'ils veulent participer seulement à la compétition pour la forme. Ils veulent participer, mais ils souhaitent pouvoir enlever des sièges, souhaitent être représentés au Parlement. Forcément, si. Donc, leur problème, c'est les conditions de compétition, les conditions qu'il faut satisfaire pour enlever des sièges sont des conditions trop contraignantes, voire trop sélectives pour eux. Le verrou des 10% de voilà. suffrage national. Donc, c'est à raison que, ne voulant pas faire les sacrifices nécessaires exigés par le code électoral, ils disent, nous voulons bien aller, mais on ne veut pas aller pour rien. Nous voulons aller à cette élection et pouvoir enlever des sièges à leurs conditions. Mais la réforme, elle dit quoi exactement? Elle dit, désormais au Bénin, les partis politiques ne doivent plus être des partis politiques de quartier, de communes, de circonscriptions électorales, de régions. Nous devons avoir désormais des partis politiques d'envergure nationale. Les partis politiques n'auront plus au Parlement seulement un seul député,
et que la composition, la mosaïque de la classe politique soit de 30, 40, 50 pièces. Parce qu'aujourd'hui au Parlement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a plus de 30 partis politiques qui sont représentés au Parlement. Sinon même une quarantaine. Tout ce que vous avez au Parlement, en dehors de un ou deux partis politiques, comme le PRD, tout le reste, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des coalitions de partis, ce sont des alliances de partis politiques, et les partis politiques ont chacun un député, deux députés maximum. Et nous avons quelque chose qui n'est pas du tout homogène et qui empêche un exercice parlementaire, exécutif du pouvoir de manière cohérente. Donc, la classe politique a trouvé qu'il est temps qu'au Parlement, il y ait des partis politiques représentatifs, qu'il n'y ait plus des partis qui viennent chacun avec un député. Donc, des conditions ont été fixées désormais dans le code électoral, dont une dit, pour que désormais un parti politique qui va à la compétition électorale législative, pour que le parti puisse enlever un siège, même si dans sa région, dans sa commune, dans sa circonscription, ce parti est assez fort, il faut que le parti ait une envergure nationale. Il faut que le parti puisse recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. C'est très contraignant. Et il n'y a pas beaucoup de partis politiques, dans l'état actuel des choses, capables de satisfaire cette exigence. Vous comprenez donc que quand les gens se disent dans l'opposition, mais qui ne veulent pas fusionner, qui ne veulent pas satisfaire cette nouvelle obligation de créer de grands ensembles, ils veulent demeurer président de partis politiques, ils veulent garder leur fonds de commerce pour le négocier avec l'exécutif. Ces fonds de commerce, desquels il faut se départir, auxquels il faut renoncer pour entrer dans des grands ensembles politiques homogènes, démocratiques et fonctionnels, évidemment, renoncer à cela est un sacrifice énorme que beaucoup n'étaient pas disposés à faire. Donc, qu'ils refusent que les conditions de la compétition restent en l'état, je comprends, pour eux c'est légitime. Donc, indirectement, on parle d'exclusion, mais dans les faits, ces partis politiques n'ont rien fait désormais que d'exiger la remise en cause de la réforme des partis politiques afin que les choses restent en l'état comme depuis toujours. Moi, je dois avouer que ce n'est pas admissible parce que nous avons l'obligation de corriger nos travers, nos perversions afin que le pays évolue. Donc, M. Dossa, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est la réalité des choses, c'est les deux lois, la charte des partis et le code. Le code électoral n'a pas été rédigé pour satisfaire de manière visible, explicite, quelqu'un. Ce sont des conditions qui sont posées auxquelles tout le monde doit satisfaire. C'est ça, en fait. Il n'a pas été dit que des partis de telle couleur sont dispensés de telle exigence et que les partis de telle couleur sont astreints à respecter ces dispositions-là. Le code s'impose à tout le monde. Ceux qui ne sont pas dans la dynamique de respecter le code, aujourd'hui, exigent que le code soit abandonné. Monsieur le Président de la République, quand vous avez fait tous ces efforts, vous avez montré votre bonne foi, votre bonne volonté à œuvrer pour une solution consensuelle et que ça n'a pas abouti au Parlement, pourquoi vous ne prenez pas une ordonnance? L'ordonnance, ce serait pour dire quoi? Pour abroger la charte des partis, le code électoral, pour remettre en cause la réforme voulue, décidée par la classe politique tout entière. Parce que c'est seulement la mise en œuvre, c'est à la cause de la mise en œuvre qu'il y a un revirement. Donc, moi qui ai choisi de faire les réformes nécessaires, quand il s'agit de la réforme la plus importante, majeure, celle qui concerne la classe dirigeante, je dois remettre en cause cette réforme par autorité. Je veux rappeler que la charte des partis a été votée à la quasi-unanimité des partis politiques au Parlement, y compris par ceux aujourd'hui qui refusent la mise en œuvre. Ils savaient bien, mais le problème c'est qu'il faut être humain. Moi je peux comprendre. On prône l'idéal, mais quand il s'agit de satisfaire, de respecter les conditions de l'idéal, chacun en lui commence à rechigner et cherche les voies et moyens de contourner les conditions de l'idéal.
Et quand on ne parvient pas à contourner les conditions de l'idéal, on remet en cause l'idéal. Mais il n'en demeure pas moins que cet idéal est reconnu de tous. Alors donc, je n'ai pas dans mon rôle à remettre en cause un idéal défini et fixé par la classe politique tout entière. Et parce qu'à l'occasion de la mise en œuvre, certains le remettent en cause, j'ai, pour soigner mon image, pour jouer le président... Sauver l'image de la démocratie béninoise. Pour sauver l'image, d'accord, sauver l'image de la démocratie et gommer la mauvaise perception de la chose, remettre en cause ce qui est fondamental. Alors, il faut choisir entre ce qui est fondamental et ce qui relève de là ce soir. Il faut faire quoi? Pour moi, l'image du bon élève de la démocratie, l'image du pays le plus démocratique ne passe pas avant l'intérêt de développement, de bonne gouvernance du pays. Mon choix, il est clair. Même les réformes les plus difficiles, si elles sont pertinentes et nécessaires, nous avons l'obligation de les opérer. C'est déjà ça mon choix de principe sur le choix qu'il faut faire. Maintenant, au-delà de ça, admettons même que je sois disposé à remettre en cause la réforme pour la convivialité, comme on aime bien dire, pour la paix, pour la sécurité de tous, et favorable à ce qu'on diffère cette exigence de réforme. Admettons que je sois favorable. Ce que vous me demandez, ce qu'on me demande de plus en plus, ce que me demandent quelques leaders que je reçois, que je lis, c'est de prendre une ordonnance pour imposer ce que le Parlement n'a pas fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit, si le Parlement trouve un consensus, si le Parlement décide, en toute souveraineté, de remettre en cause l'achat des partis, je vais m'y conformer. Si le Parlement décide de remettre en cause le nouveau code électoral et revient à l'ancien code, on va s'y conformer tous. Non, pas les moyens de contester cela. Mais si le Parlement ne le fait pas, le Parlement maintient l'achat des partis, maintient le code électoral. Après les discussions, la grande majorité du Parlement ne va pas dans ce sens. Pour soigner l'image de démocratie du Bénin, je vais, moi, comme un souverain absolu, prendre une ordonnance et légiférer dans un domaine qui n'est pas le mien. Et dire que voilà ce que sera désormais, en toi, jusqu'à nouvel ordre, l'achat des partis. Voilà ce que sera désormais jusqu'à nouvel ordre, le code électoral. Je vais signaler que notre Constitution ne permet pas au président de la République de légiférer dans tous les domaines. Quand on parle on utilise le mot ordonnance. De manière classique, la Constitution permet au gouvernement en place, au président de la République, de légiférer pour la mise en œuvre de son programme d'action quand il a des blocages. Donc on prend des ordonnances dans un champ bien déterminé qui est le champ de l'exécutif pour la mise en œuvre du programme du gouvernement. On ne prend pas des ordonnances dans n'importe quel domaine. On ne prend pas une ordonnance pour fixer un nouvel ordre politique. On ne prend pas une ordonnance pour fixer les conditions de la participation aux élections. Et ça ne se fait dans aucun pays de démocratie. Le jour où on donne à un président de la République de fixer les conditions de déroulement des élections par ordonnance, c'est qu'on a mis à terre tous les fondements et le principal fondement de la démocratie. Parce que la compétition électorale est la chose la plus fondamentale dans le système démocratique. Et il ne revient pas à un homme, fût-il président de la République, de décider par lui et lui seul du processus électoral. C'est cela qui est gênant, parce que ce qui évoque l'article 68 de la Constitution, l'article 68 ne parle pas des prérogatives du président de la République à utiliser la voie de l'ordonnance pour agir. Non. L'article 68 permet au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles. Quand il y a blocage Quand il y a fonctionnel, blocage des institutions, oui. Quand il y a remise en cause de l'indépendance du pays, quand le territoire est en danger, c'est très très limitatif. Oui. Il y a 4 ou 5 conditions exhaustives que la Constitution fixe pour permettre au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles. Évidemment, au titre des mesures exceptionnelles, il peut y avoir un décret, une ordonnance ou même une déclaration.
le président de la République qui consulte l'Assemblée nationale, qui consulte la Cour constitutionnelle et qui fait une déclaration à la nation pour prendre des mesures exceptionnelles, ces mesures qui supplantent tout désormais pendant un temps. Mais la Constitution a encadré cela. L'article 69 de la Constitution, qui suit l'article 68, précise que les mesures exceptionnelles doivent être prises dans le sens de la préservation des prérogatives institutionnelles et de sorte à permettre le bon fonctionnement rapide des institutions. Si c'est parce que les institutions sont bloquées, c'est parce que le pays est en danger, que le président prend des mesures exceptionnelles, ces mesures doivent être de nature, c'est-à-dire doivent avoir comme objectif de permettre le rétablissement rapide, prompt du fonctionnement de l'État. Or, dans le cas actuel, les institutions ne sont pas bloquées. Le Parlement n'est pas bloqué. Le Parlement fonctionne. La commission des lois a fonctionné. Les débats ont eu lieu. Les votes ont lieu. Mais on me demande, puisque le Parlement n'a pas fait ce que je lui demande, parce que je souhaite que le Parlement vote une loi consensuelle pour modifier les tests en cours, le Parlement a débattu et n'a pas donné satisfaction à mon souhait. Et je prends une ordonnance, je prends des mesures exceptionnelles pour retirer au Parlement ses prérogatives, pour fixer de nouvelles conditions. Ce serait un coup d'État. Ce serait un coup d'État. En fait, ce serait contraire à la Constitution. Ce serait contraire à l'esprit même de la Constitution. Vous pensez? Mais tout à fait. Parce que ce en quoi... Un compromis transitoire. Alors, est-ce que le compromis relève simplement de la volonté de Patrice Talon et de Patrice Talon seul? Peut-être transcendant tout cela, vous aurez pu... Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons une contrainte. Nous avons adopté une constitution depuis 1990 qui encadre l'exécution de tous les pouvoirs, qui dit comment telle et telle prérogative doivent être exercées. Je consulte les anciens présidents de la République, je consulte la classe politique, les syndicalistes et tout le monde. Je les consulte. Et ceux-ci me prient d'aller dans le sens. Et je transmets cette recommandation à l'institution politique qui a pouvoir en cette matière. Et l'institution politique refuse de donner suite à ma requête. Cette requête a beau prévenir d'une large consultation que je prends soin de transmettre à l'institution. Mais l'institution ne suit pas ma demande. Est-ce que cela signifie qu'il y a un blocage dans le pays ou qu'il y a un dysfonctionnement? Ça peut y conduire, Monsieur le Président, non? Non, vous avez dit ça peut y conduire. Mais est-ce que cela se traduit par un blocage de l'institution? La Constitution a donné au Parlement ce genre de pouvoir et de manière exclusive. Est-ce que, à tout moment, ce que souhaitent quelques leaders, même beaucoup de leaders, s'imposent aux institutions? Je vais vous dire ce que prévoit l'article 4 de la Constitution. Ce n'est pas inutile. Nous avons une Constitution qui, pour organiser la cité, dit en quoi chacun est compétent et comment la volonté du peuple doit s'exprimer. L'article 4 de la Constitution. Je vais vous le lire. Article 4. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats. La première alinéa dit, donc, le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Il n'y a que deux moyens par lesquels notre Constitution permet de solliciter l'avis du peuple. Soit c'est par le Parlement, parce qu'au Parlement siègent les élus du peuple. Quand le Parlement se prononce, pendant sa mandature, c'est au nom du peuple. Tout à fait. Si l'on veut solliciter l'opinion du peuple en dehors du Parlement, ce n'est pas avoir référendaire. Donc, le fait que Patrice Talon recueille des avis des uns et des autres, consulte les uns les autres,
et demande au Parlement que le souhait qu'il y ait une loi qui est dans ce sens, que le Parlement ne vote pas cette loi, nous devons, pour le respect de la démocratie et de la Constitution, nous devons nous y conformer. Et je n'ai pas le pouvoir de prendre une ordonnance pour dessaisir le Parlement de ses prérogatives. Et surtout pas en matière électorale. Et c'est pour ça. Même à titre exceptionnel. Oui, mais si je le fais à titre exceptionnel, ce modèle aura été établi désormais au Bénin. Et je vous prie les uns et les autres, je prie mes concitoyens de ne pas permettre qu'il soit établi au Bénin, quelles que soient les raisons. Si c'est des raisons du genre, de ne pas permettre qu'un président de la République organise des élections, décide des lois électorales, décide du processus électoral par sa seule volonté, quand bien même sa volonté relèverait d'une certaine consultation ou concertation. C'est trop dangereux, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, mon successeur peut également à tout moment s'en servir pour modifier le processus électoral à son compte. En vrai de ça, il y a aussi une Oui. requête qui est formulée au Tout à chef fait. de l'État, Il est c'est des resté- consultations nationales. Oui. Une sorte de conférence Possiblement. nationale. Vous voulez parler d'une assise politique, ce que nous appelons conférence nationale. Qui séduit le monde entier. C'est ça que vous parlez. Parce que la proposition vous a été faite aussi. Tout à fait. D'organiser Des assises des assises nationales. Donc certains me disent, Monsieur le Président, à défaut de prendre une ordonnance par vous-même, puisque vous n'avez pas vu la Constitution, vous ne voulez pas faire un coup d'État, vous ne voulez pas dessaisir le Parlement de ses prérogatives, mais pourquoi ne pas convoquer une conférence nationale? Alors, j'ai posé cette question, j'ai dit, mais je convoque une conférence nationale à titre consultatif ou à caractère Impératif. décisionnel. Alors, si c'est à titre consultatif, c'est déjà fait, puisque j'ai transmis au Parlement le souhait, la volonté d'un grand nombre. C'est déjà fait. Demain, je réunis à nouveau les partis politiques, les syndicats, la société civile, et je dis, pour notre image, nous sommes tous d'accord, il faut faire ça. Et nous prenons cette recommandation que nous envoyons au Parlement. Nous disons au Parlement que les assises souhaitent, recommandent ceci à vous les parlementaires. Le Parlement ne va pas dans le sens des recommandations des assises. Un nouveau blocage, c'est ça? Ce n'est pas un blocage. Que vous redoutez. Ce n'est pas un blocage. Les lois votées par le Parlement s'imposent à tout le monde, Bien sûr. même s'ils ne sont pas tous d'accord. Jusqu'à ce que ce Parlement finisse son mandat et qu'un autre Parlement vienne changer les choses. Donc, c'est ça l'ordre constitutionnel actuel. Oui. Donc, nous faisons des assises nationales, nous faisons des conférences nationales. Si c'est à titre consultatif, ça ne changera rien du tout. Donc, il faut que ce soit une conférence nationale à nouveau souveraine, qui s'installe et qui décide. Et qui dit, voilà, dans le cadre des élections en cours, le processus en cours, voilà ce qui va se faire. Et cette décision s'impose à la nation entière, s'impose à l'Assemblée nationale, s'impose à la Cour constitutionnelle et s'impose à la Sénat. Cette décision, qui va dans le sens souhaité, va permettre de dénouer ce que nous appelons crise. Mais cette conférence nationale, elle a ce caractère décisionnel, elle a ce caractère souverain. Ça veut dire tout simplement que l'ordre constitutionnel actuel est remis en cause. Une conférence nationale convoquée à caractère décisionnel, dotée d'une souveraineté, capable de prendre une décision qui s'impose aux institutions qui ont la prérogative au plan constitutionnel, cela s'apparente, cela s'interprète, cela est une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Pour autant, Monsieur le Président, si cette décision est juste portée sur la question de la crise électorale, rien que ça, vous avez peut-être pas entrevu une possibilité. La Constitution... Cette conférence nationale aurait pu vous donner, vous, possibilité, mandat, justement, de prendre une ordonnance. Après, un compromis large qui porte une sagesse populaire, justement, Monsieur l'Assemblée Sounouveau, s'est avéré... si la cité devait fonctionner ainsi à chaque instant, chaque fois qu'il y a un problème, coup par coup, chaque fois qu'il y a un incident, chaque fois qu'il y a une controverse, on déroge à la Constitution. Moi, j'ai prêté serment pour respecter et protéger la Constitution. Je ne peux pas. L'article 4 de la Constitution n'autorise pas
la convocation d'assises politiques, la convocation de conférences nationales souveraines. Elle n'autorise pas. Et ça, les gens ne le savent pas. Notre constitution actuelle interdit la consultation du peuple par la voie de conférences nationales à caractère décisionnel. Parce que cela est une remise en cause de l'ordre constitutionnel. La Constitution n'a prévu que 2 voies de consultation du peuple. C'est la consultation du Parlement ou le référendum. C'est pour ça que je ne peux pas convoquer une conférence nationale d'assises en cette matière aujourd'hui et lui donner un caractère capable donc de prendre une décision en cette matière. Si je le fais, je remets en cause l'ordre constitutionnel actuel. Et cela, quand j'ai rencontré il y a quelques jours les présidents des institutions de la République, laquelle réunion a été élargie au président de la Sénat et au médiateur, j'ai posé la question à ces personnalités de manière personnelle. Êtes-vous favorable, monsieur, madame, à la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel? Tout le monde m'a répondu, il n'est pas question. Quand je reçois des personnalités politiques diverses, et que je leur demande, vous êtes demandeur ou favorable à la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel? Tout le monde me dit non. Il dit, mais vous ne pouvez pas me demander de prendre sur moi de violer la Constitution, alors que chacun de vous, par derrière, dit, ne remettez pas en cause l'ordre constitutionnel. Je conclue là-dessus, sur ce point-là, oui, messieurs. La prise d'une ordonnance par mois pour interférer dans le processus électoral, en lieu et place de l'Assemblée nationale, en lieu et place de la Cour constitutionnelle, serait, de ma part, une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Ce serait interprété comme un coup d'État. La convocation d'une conférence nationale souveraine pour décider aujourd'hui en cette matière serait également une remise en cause de l'ordre constitutionnel puisque cela n'est pas permis, n'est pas envisagé par la Constitution. Et toute conférence nationale qui a un caractère souverain statue au-delà des règles, des lois, qu'elles soient réglementaires simplement, qu'elles soient législatives ou fondamentales, la Constitution statue de manière souveraine. Est-ce que c'est cela que veut notre opinion, notre peuple, pour régler un problème qui certes nous préoccupe, mais qui ne vaut pas, à mon sens, la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel? Alors, quand on est responsable, on dit entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Est-ce qu'il faut aller aux élections dans ces conditions? Aller aux élections avec cette image qui ne nous honore pas tant, mais qui, je le reconnais, qui jette un peu la suspicion sur moi, je l'admets. Mais j'ai déjà porté beaucoup de chapeaux, je suis prêt à porter encore ce chapeau, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que, vous en êtes vraiment désolé, pour me préserver de cette image, pour ne pas porter ce chapeau, oui, est-ce que je vais organiser la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel? Est-ce que je vais permettre l'instauration d'une arme de destruction massive? Cette arme-là, c'est celle que vous me suggérez, de conférer au président, dans l'histoire politique du Bénin, le pouvoir de légiférer en matière électorale. Même s'il essaie d'organiser les élections dans des conditions actuelles, pourrait être considéré aussi comme un échec au plan des réformes politiques que vous portez? J'ai l'habitude d'être direct. Je préfère porter le chapeau d'un échec du genre que je n'ai pas réussi dans la réforme politique actuelle. Je n'ai pas réussi à appeler les uns les autres à mettre en place une réforme qui corrige nos travers, mais en même temps parvient à l'instant à préserver notre image. Si je n'ai pas réussi à le faire, mais je ne porte pas seul la responsabilité. Mais je n'ai pas réussi à faire cela, est-ce que pour autant, je vais être égoïste à ce point et aller jusqu'à la remise en cause de notre Constitution et saisir une arme qu'on me donne inconsciemment, parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'arme comme étant. Moi, j'en suis conscient. Et je sais que je suis un homme. Je ne sais pas de quoi je serai capable demain. Je ne veux pas tenir dans mes mains une arme que
je pourrais être tenté d'utiliser à d'autres fins demain. Mais après moi, même si moi je ne le fais pas, celui qui me succédera, dans 10, 15, 20 ans, nous aurions mis dans les mains du président du Bénin une arme qui peut faire pire que ce que nous voulons corriger aujourd'hui. Il faut se garder de faire ça. Et c'est bien pour ça que je dis, ce mal, ces élections telles qu'elles se présentent, ont quelque chose qui, pour moi, porte un certain discrédit. Je l'accepte. Je veux bien assumer cela. La vie, c'est ainsi faite. Quand on accepte d'être responsable, il faut des fois accepter de porter de certains chapeaux. Je veux bien le faire, mais je veux pouvoir en même temps préserver l'essentiel. C'est ça, mon serment. Monsieur le chef d'État, nous sommes en train d'épuiser comme ça les dernières secondes de cette émission, cet entretien spécial que vous avez bien voulu nous accorder sur cette question de l'heure. Je voudrais finir par cette phrase, la dernière phrase que vous avez laissé entendre, à savoir la prévenance que vous-même vous portez à une arme redoutable qu'on peut mettre dans vos mains pour régir la vie et l'ordre des choses. De ce point de vue, vous êtes conscient qu'actuellement, là, maintenant, avec deux partis acquis à votre cause, vous serez plus qu'un... Vous avez une hyperpuissance présidentialiste, une hyperpuissance présidentielle. Alors, de ce point de vue, quel gage pourriez-vous nous donner pour garantir justement la revitalisation de notre démocratie, Monsieur le Président? Monsieur Sonouvou, que voulez-vous que je fasse d'un Parlement dans lequel tous les députés sont mes partisans? À quoi ça me servirait de plus qu'un Parlement dans lequel j'ai une majorité? Le Parlement actuel qui est en place, je dispose d'une majorité suffisante pour conduire l'action gouvernementale. Qui n'a pas pu vous permettre de tout avoir non plus. Mon objectif, ce n'est pas tout avoir. J'ai voulu réviser la Constitution par 2 fois. Et je n'ai pas obtenu la majorité nécessaire pour réviser la Constitution. La dernière fois, la toute dernière tentative, j'avais la possibilité d'aller au référendum. J'ai dit non. Parce que la révision d'une constitution doit être toujours consensuelle. Mais mon action, le succès de mon action n'est pas exclusivement fonction de la révision de la constitution ou des réformes constitutionnelles que j'ai voulu faire. Et je n'ai pas vocation, par moi et moi seul, pendant mon mandat, de transformer le Bénin, de tout régler en une fois. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas besoin d'avoir un Parlement du genre. Et dans tous les cas, ce n'est pas parce que 2 grandes formations politiques seraient allées au Parlement et seraient les seuls présents au Parlement que cela me donnera une homogénéité absolue. Non, il ne faut pas se faire d'illusions. Le Bénin est un pays de grande démocratie, de grands débats. Et même au sein de ces 2 formations politiques, il y a déjà des courants de pensée, de compétition en interne dans les partis politiques, ce qui est bien d'ailleurs. Donc je ne crains pas que du jour au lendemain, la démocratie au Bénin bascule. Parce que le débat démocratique, la critique de l'action gouvernementale ne se fait pas qu'au Parlement. Et d'autres élections arriveront très vite. Dans 1 an, nous allons aux élections municipales. Dans 2 ans, nous allons aux élections présidentielles. Dans 4 ans, nous aurons à nouveau des élections législatives. Je pense que la réforme aura fait son chemin et que les uns et les autres auraient pris le train en marche et notre processus démocratique aura plus de vigueur. C'est certain. Donc, pour moi, il est évident que ce chemin difficile sur lequel nous sommes va nous amener à un lendemain meilleur en matière d'animation de la vie politique. Et les partis politiques qui, parce qu'ils ont refusé de faire les efforts qu'il faut, ne seront pas aujourd'hui peut-être présents, auront l'occasion de revenir au Parlement peut-être de manière plus forte, de manière plus structurée, et seront capables demain de conquérir le pouvoir exécutif, de l'exercer ou d'être majoritaire au Parlement, mais sans que ce qui s'est passé aujourd'hui établisse de manière éternelle une vie politique sans débat. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire une chose. La réforme, elle est difficile. On l'a évoqué longuement tout à l'heure. Je voudrais profiter de cet entretien pour quand même féliciter les partis politiques qui ont fait le sacrifice de fusionner, qui ont renoncé à leur intérêt individuel, à leur fonds de commerce, il faut le dire, pour créer ces 2 grands partis politiques. Je souhaite qu'il y ait au Bénin une 3e force politique, une 4e force politique de cette envergure-là, dans lesquelles les gens auraient fait les sacrifices nécessaires. J'ai noté qu'au Bénin, il y a
plus de 250 partis politiques. Et j'ai interpellé les responsables des deux partis en question et j'ai remarqué que chacun de ces nouveaux partis regroupe plus de 70 à 80 partis politiques avec des dizaines de mouvements politiques, de leaders politiques. Je vois que les deux partis, ensemble, regroupent plus de la moitié des partis politiques existants au Bénin, c'est-à-dire ensemble près de 140 à 150 partis politiques, les deux formations en question. J'ai remarqué également que ces deux formations regroupent plus de 2/3 des partis politiques présents au Parlement actuellement. Et je dis, mais donc, ces deux partis ont quand même certaines représentativités. Ces deux partis ne sont pas que deux partis politiques, selon le schéma actuel, la mosaïque actuelle. C'est environ 150 partis politiques qui vont à la compétition, mais dans une autre dynamique, dans une dynamique de regroupement. Nous avons déjà, d'une certaine manière, réussi un peu ce que nous espérons. Parce que nous voulons que les partis politiques fusionnent. On veut de grands ensembles politiques. De 250 partis politiques, nous avons aujourd'hui plus de 150, 200 partis qui sont regroupés en deux partis politiques. Imaginez que du reste sortent encore un ou deux partis politiques. Est-ce que nous n'avons pas réussi? Donc ce qui se passe, il faut pouvoir également le lire sous un autre angle. C'est difficile, mais qui ouvre le chemin d'un succès de la réforme du système partisan. Ce que les deux ont fait, nous allons prier, nous allons tout faire pour que le reste fasse autant. Vous avez vu l'article 142 du Code électoral. Vous avez vu un chiffre 4 dedans. Dans ce code déjà, on sent que le nombre de partis politiques est pressenti, souhaité pour animer le Parlement et les politiques du pays ne devrait pas dépasser 4 ou 5. Le choix du Bénin, le choix de la réforme, c'est d'amener les 250 partis politiques à se regrouper, à se répartir en 3, 4, 5 grands partis politiques dans le pays pour effectivement jouer leur rôle. Et cela a été explicitement ou implicitement, on doit dire dans le code électoral. Donc il s'agit pour nous d'agir, de prier, de tout faire pour que les gens se fondent dans de grands ensembles pour jouer leur rôle en tant que parti politique d'envergure nationale capable d'influencer la gouvernance dans le pays, capable de conquérir le pouvoir et de l'exécuter de manière homogène. Donc ceux qui ont réussi, ceux qui l'ont fait aujourd'hui, peut-être parce qu'ils sont dans ma dynamique, ils ont fait les sacrifices qu'il faut. Vous avez vu dans les partis des gens qui étaient des adversaires éternels. Je ne vais pas citer de nom, mais des gens qui n'auraient jamais pu se mettre ensemble dans un parti politique. Certains ont renoncé à être présidents de parti, ont renoncé à tout rôle et se retrouvent simplement comme de simples membres de partis politiques. C'est un sacrifice énorme. C'est à cela que je voudrais inviter les acteurs politiques, les uns les autres, à faire ce sacrifice et à pouvoir rentrer dans les partis politiques à caractère, à dimension, à envergure nationale, afin que ce que nous avons vécu cette année, ce que nous sommes en train de vivre, ne se répète pas. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Ils vont devoir le faire parce qu'ils ne vont pas renoncer à exercer ce qu'ils veulent bien faire comme métier de la politique. Donc, à quelque chose, peut-être malheur sera bon. Je suis pragmatique, je suis quelqu'un de réaliste, et je suis quelqu'un qui avance malgré les difficultés. Je suis quelqu'un qui cherche les voies et moyens pour corriger nos insuffisances, mais parfois, à l'impossible, je ne suis pas tenu. À l'impossible, je ne veux tenir personne, et je voudrais que nos difficultés nous permettent de voir de manière plus lucide notre réalité, et au lieu de fermer les yeux là-dessus, de les corriger, de corriger nos travers et d'avancer. C'est cela mon souhait, c'est cela ma position, et je voudrais, pour finir, prier la classe politique, les leaders politiques, de ne pas appeler à incendier le pays. Si ce pays-là tient tant à cœur, qu'ils ont vocation à le diriger aujourd'hui ou demain, ce n'est pas un pays brûlé, ce n'est pas un pays en cendres qu'ils auront à diriger demain. Ne pas participer à une élection, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne finit pas à un échec. Cela souvent vous permet d'être plus aguerri et d'avoir
peut-être des succès inespérés plus grands demain. Donc, appeler à brûler le pays parce qu'on ne va pas à une élection, ce n'est pas responsable, ce n'est pas bien. Il faut souhaiter que, même si les élections doivent avoir lieu dans ces conditions, que cela nous permette d'aller de l'avant, que cela nous permette de mieux construire notre pays et que ce qui ne va pas maintenant, qu'on puisse le corriger dans les jours à venir afin qu'on ne retrouve plus ce genre de choses. Mais il ne faut pas brûler le pays. Et je ne le permettrai pas d'ailleurs. Merci beaucoup, André. Nous sommes à la fin de cette émission. On peut retenir pour l'essentiel que même si Patrice Talon dit qu'à l'impossible nul n'est tenu, il est désolé. Il se sent désolé de cette crise préélectorale à l'issue de cette réforme un peu difficile pour réformer le système partisan. Mais Patrice Talon, même s'il dit qu'à l'impossible nul n'est tenu, il se sent engagé, me semble-t-il, pour la préservation de la démocratie béninoise. Vous êtes un homme de parole. Je suis engagé et motivé. Vous êtes un homme de parole. On peut vous croire là-dessus. Mais est-ce que le bon fonctionnement des institutions du pays, le respect des prérogatives consacrées à chaque institution par la Constitution, n'est pas une bonne façon de préserver, de protéger notre démocratie? Je vais rassurer les uns et les autres par mon attitude. Et vous avez bien vu, quand j'ai souhaité une révision de la Constitution et que ne l'ont pas obtenue, je me suis incliné. Je suis un homme d'action, mais je veux que l'action s'opère dans le champ tracé et encadré par la Constitution. Il ne faut pas que la volonté d'agir nous fasse sortir du cadrage constitutionnel. C'est bien pour ça que je voudrais dire à mes concitoyens que je resterai autant un homme d'action, mais autant un défenseur de la démocratie, des libertés, de la rigueur et du respect de l'ordre constitutionnel pour lequel j'ai prêté serment. Je voudrais vous rassurer ainsi, messieurs Dossa et messieurs Sounouvou, d'une chose, notre démocratie, même si elle est parfois peut-être mise à l'épreuve par la compréhension que nous avons de ce qui se passe dans la cité, notre démocratie, elle est dynamique, elle est vivante, elle est solide, elle se renforce et elle va servir notre développement. Notre démocratie permettra au Bénin, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra très vite, nous permettra d'avoir une gouvernance efficace pour sortir du sous-développement, de la pauvreté. Il ne sert à rien de se contenter d'une démocratie aisée, confortable, et qui, malheureusement, nous maintient dans la perversion, éternise nos travers, nos insuffisances, et, in fine, nous amènera dans le chaos. C'est pour cela que la démocratie doit rester un outil de développement. Et toutes les fois que, en respectant les dispositions de l'ordre constitutionnel, en préservant la démocratie, nous allons trouver les voies et moyens pour corriger nos travers, nous allons le faire parce que c'est cela qui nous permettra de mieux vivre. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci pour cet entretien. Le peuple, la nation béninoise, prend acte de votre profession de foi démocratique. André, c'est la fin. Merci, Osias. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci bien. Merci pour votre citoyenne attention. Merci.